Salut les Topiens! On est à quelques jours de célébrer les fêtes de fin d'année et de passer en 2025. L'occasion pour Disneyland Paris de détailler l'ensemble de son dispositif pour toutes les nouveautés à venir en 2025. Vous savez, il y a 3 grandes nouveautés prévues à Disneyland Paris en 2025. Une troisième qui était un peu plus confidentielle mais bien officialisée depuis aujourd'hui. La première, c'était bien sûr l'arrivée dès janvier du spectacle Disney Tales of Magic. La deuxième, c'était l'arrivée de Disney Music Festival à partir du printemps. Et enfin, la troisième nouveauté, toujours pendant le printemps, c'est l'ouverture, la réouverture plutôt, de World Premiere, l'ancien Studio 1, qui est enfin officialisé. Une année qui paraissait un peu floue pour le public et les fans. Et donc 2025, c'est cette dernière étape pour que en 2026, l'offre soit la plus complète possible. Et effectivement, il y avait un problème à Disneyland Paris, j'en ai parlé plein de fois, de ce spectacle Disney Illumination, qui était là depuis 2017 et qui remplaçait Disney Dreams. Alors que Disneyland Paris était un parc plutôt réputé pour ses spectacles nocturnes, parce qu'on était un parc qui avait inventé ce type de spectacle nocturne avec du mapping, du laser, des fontaines, tout ça avec de la pyrotechnie qui n'était pas bruyante pour les voisins aux alentours. Et on a perdu de l'avance avec Disney Illumination, qui était une copie d'un show qui existait pour le spectacle d'ouverture de Shanghai Disneyland. Et donc Tales of Magic vient changer ça avec 2 nouveautés majeures pour ce spectacle. Des projections désormais intégrées à Main Street, et c'était très nécessaire dans notre parc où la pyrotechnie n'est pas très haute, et surtout l'utilisation de drones mélangés à la pyrotechnie. Ce qu'on peut voir d'ailleurs en ce moment avec le pré-show qui est dédié à l'univers du Bossu de Notre-Dame. Ce sera le show Disney le plus abouti jamais proposé à Disneyland Paris. Et on en sait désormais un peu plus sur l'histoire que va raconter le spectacle et comment il sera découpé. Vous aurez un premier tableau qui sera vraiment dédié à l'animation traditionnelle Disney et au début de Walt, avec des personnages comme Pinocchio, Cendrillon, Mary Poppins. Il y aura même Quasimodo, Mulan. Je suis content que ces personnages-là apparaissent enfin sur des shows nocturnes. Et d'ailleurs, pour l'occasion, comme pour Disney Dreams, comme pour Happily Ever After, ils ont fait appel aux animateurs Disney. Et ça, c'est la grosse différence qu'il y avait avec Disney Illumination. En fait, Disney Illumination utilisait uniquement des séquences qui existaient déjà dans des classiques d'animation. C'était pas le cas de Disney Dreams, c'est pas le cas non plus d'Happily Ever After, où les animateurs vont animer des personnages emblématiques et les mettre dans des positions, leur faire dire des phrases, leur faire faire des actions qu'ils n'ont jamais dites ou faites, ou pas vraiment, dans les classiques d'animation. C'est un détail pour moi qui est très important. C'est les séquences que je remarque le plus en fait quand je regarde Happily Ever After, parce que on voit que ils sont pas détourés, mal détourés ou dans un cercle qui correspond en fait vaguement au 16/9 de l'écran. Non, en réalité là ils vont être vraiment animés et ils sont animés pour être projetés sur le château, donc leur personnage est parfaitement bien détouré et intégré à l'histoire du château. Vous allez voir, ça se remarque très vite pour ceux qui ont connu que Disney Illumination, c'est un détail qui compte. S'ensuit ensuite des tableaux sur la magie de l'amitié, par exemple avec Lilo et Stitch. C'est là aussi que vont apparaître les personnages de Toy Story. Il y aura la bataille épique entre Zurg et Buzz, alors ça j'ai trop hâte de voir parce que Toy Story 2 c'est mon préféré. Et pour l'anecdote, Tim Allen, la voix officielle de Buzz l'éclair, a accepté de reprêter sa voix pour le spectacle. Là aussi c'est des détails qui n'étaient pas du tout là pour Disney Illumination, où les voix n'étaient pas les bonnes. Ensuite vous avez le tableau de la magie de l'amour avec Wally et Eve, et puis on va retrouver des couples emblématiques de l'univers Disney comme La Belle et la Bête, Carl et Ellie de là-haut par exemple aussi. Il y a un chapitre qui est plus difficile mais qui m'intéresse énormément. Il existe aussi dans un autre spectacle qui s'appelle Luminous à Epcot, un chapitre dédié à la perte de proches, la mort. Et donc là, vous allez avoir des séquences du Roi Lion, vous allez avoir des séquences avec Coco. C'est une séquence difficile. D'ailleurs, dans les meilleurs classiques d'animation, il y a toujours ces séquences-là autour de la perte, de l'oubli, de l'abandon, du souvenir d'un être cher. Pour moi, c'est des séquences importantes. Et donc, apparemment, va retentir à ce moment-là une de mes musiques préférées des classiques d'animation, une musique un peu méconnue, qui était au générique du 2e Roi Lion, He Lives in You, qui est joué aussi dans le spectacle qui a Frontier-Lyon. Et c'est étonnant parce que tout ce spectacle va se conclure par un tableau dédié à l'univers d'Encanto. Et donc ce sera la magie de la famille. Vraiment très hâte d'en savoir plus sur ce spectacle, parce que je ne venais plus le soir à Disneyland à cause du spectacle précédent qui ne fonctionnait pas du tout sur moi. Et hâte de voir aussi si tout cet investissement technique et technologique va renforcer l'immersion. Et on en sait beaucoup plus sur le Disney Music Festival. Pour le coup, quand la saison a été annoncée, c'était très flou et très incomplet. Donc là, il y a un petit quiproquo sur la saison qui est bien plus large que ce que je pensais. D'ailleurs, voici une carte de ce à quoi va ressembler l'animation en journée dès le 19 avril 2025. Vous voyez là en fait une carte de tous les endroits où il y aura de l'animation en journée sur cette thématique de la musique. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas un gros show comme Million Splash of Color ou Ready for the Ride. C'était des gros spectacles. Là, on voit en fait que plutôt que de faire un gros spectacle, ils décident de faire plusieurs petits divertissements
dans les Landes et refaire vivre les Landes. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de déterrer des animations qui avaient disparu depuis bien longtemps, comme la Matadance qui est de retour à Adventureland, qui était une animation qui était intégrée dans la saison du Roi Lion et de la Jungle. Et puis vous avez d'autres endroits qui vont être animés, comme par exemple à l'entrée de Disneyland sur Times Square, un spectacle sur l'univers de Mary Poppins, qui va s'appeler le Pearly Ben et qui va rendre hommage à l'univers de Mary Poppins. Je pense qu'ils vont réutiliser les audios d'une de mes saisons préférées à Disneyland Paris, qui avait été lancée en 2014, qui s'appelait Spring Fever, enfin c'était la saison du printemps, et vous aviez des animations autour du gazebo, avec des musiques aussi de Mary Poppins. Et d'ailleurs, je vois dans le communiqué de presse qu'il y aura aussi des musiques du retour de Mary Poppins, et j'adore aussi les musiques du retour de Mary Poppins, et j'ai vraiment très hâte d'entendre ça dans un parc. Je crois qu'on sera le seul parc au monde à diffuser des musiques du retour de Mary Poppins. Ensuite, le spectacle que j'attends, c'est la fanfare de Minnie, le retour des bandes de musique à Disneyland. On était un des seuls parcs où il n'y avait plus de musique jouée en plein air. La fanfare de Minnie, qui est un clin d'œil à la fanfare de Disneyland, souvent accompagnée de Mickey Mouse, de La Belle et la Bête, qui va défiler sur Main Street. Alors ça, vraiment, c'est le divertissement que j'ai le plus hâte de voir avec celui sur l'univers de Mary Poppins. Ils ont ajouté une autre animation que je trouve très drôle, parce que c'est une animation très peu coûteuse, mais qui va fonctionner sur le public et sur les gens. Dingo va venir animer les fontaines du château. Souvent, vous avez peut-être remarqué, les fontaines s'activent quand c'est Halloween, Noël, ou même hors saison. En fait, c'est une façon aussi pour les régisseurs de faire une petite répétition pour le spectacle du soir et voir si les fontaines fonctionnent. Et là, en fait, c'est Dingo qui va venir comme un musicien les activer. Ça, forcément, j'adore. Ça fait forcément beaucoup penser à Fantasia. Vous avez aussi un happening avec Réponse et Flynn, ça c'est très bien trouvé, probablement pour reproduire la fameuse danse qu'ils font lorsqu'ils débarquent dans le royaume de Corona. Ce sera à proximité du Vieux Moulin et ils seront accompagnés là aussi de 4 musiciens, un groupe folklorique qui jouera en live. J'ai vraiment très hâte de voir ce happening. Il y a aussi l'arrivée de Miguel, mais cette fois-ci pas dans sa tenue habituelle en suite, mais plutôt en tenue de musicien avec son grand sombrero à Frontierland pour un spectacle qui va s'appeler Miguel's Fiesta Latina à Frontierland. Il s'agit d'un groupe de musiciens autour de Miguel et qui va jouer forcément des musiques de l'univers de Coco. Et puis vous avez un truc à Discoveryland que je sens que je vais adorer, qui s'appelle le Disney Music Hit Concert avec Stitch. C'est un clin d'œil à toutes les animations un peu kitsch qu'il y a eu à Discoveryland au fur et à mesure des années, mais qui ont rendu le public très nostalgique. Et donc là, ce sera un peu pop rock avec des musiques comme Nobody Like You des Four Town, il y aura Try Everything de Zootopie, et il y a une sorte de grand finale où tous les artistes qui ont joué dans les Landes se retrouvent au niveau de Central Plaza pour faire une sorte de grand finale un peu à la Marvel avec tous les Avengers quand ils se réunissent autour du Queen Jet. Franchement, cette saison, l'offre est quand même très forte. L'idéal, ce serait que au moins 2 à 3 de ces animations soient conservées tout au long de l'année. Parce que le reste du temps, malheureusement, notre parc n'est pas assez vivant comparé aux autres parcs. Quand je dis vivant, je parle vraiment des animations en extérieur, des petits spectacles, de la musique live. Je pense qu'il faudrait au moins conserver la fanfare. J'aime énormément aussi l'idée de Dingo avec les fontaines, et ça coûte pas cher. Et enfin, c'est le moment de parler de World Premiere et World Premiere Plaza. Cette réouverture du World Premiere, donc l'ancien Studio 1, au printemps 2025. Désormais, c'est officiel, sans date précise néanmoins, mais ça avance bien. Et donc, il y a plein de nouveaux concept art, plein de nouvelles images de ce qui se passe à l'intérieur. C'est une grosse réhabilitation. L'intérieur ne va plus du tout ressembler à la thématique précédente. Alors pour le coup, j'étais pas un fan du Walt Disney Studio, y compris dans sa première thématique. Et de ce que je vois déjà en extérieur sur World Premiere Plaza et de ce que je vois là aussi en concept art, ça me plaît beaucoup plus. En fait, on quitte pas forcément l'univers d'Hollywood et de Los Angeles, on quitte juste ce concept qui consistait à dire on vous emmène sur les coulisses d'un plateau de cinéma pour justifier le fait que tout doit être moche et tout doit ressembler à un parking. On sent qu'il y a une volonté de reproduire Los Angeles, mais plutôt dans son cœur de ville. Et donc, le World Premiere va refléter l'ambiance d'un Los Angeles à la nuit tombée, où les gens se rendent au cinéma, au restaurant, dans les comédies musicales. Et il y a un détail que j'adore, c'est que sur l'une des façades qui mènera vers l'extérieur, il y aura d'ailleurs une reproduction de l'Animation Building de Burbank. Et c'est vrai que j'ai adoré aussi tous ces coins-là, tous ces quartiers de Los Angeles. Dès que vous allez dans les quartiers un peu plus résidentiels, là où sont les artistes aussi, ça ressemble en fait à ces rues que vous voyez là. Et donc, c'est une reproduction en fait du siège social de la Walt Disney Company à Burbank. À travers les fenêtres, il y a les ombres des animateurs qui dessinent en fait les personnages. Donc c'est un vrai clin d'œil pour moi à l'animation Disney et au business d'origine de Disney. Et j'avoue que ça marche beaucoup sur moi là. Et puis à la sortie, lorsque vous vous dirigez vers World Premiere Plaza, vous avez cette immense enseigne, une façade de Disney Theater. Il y a aussi à l'intérieur de World Premiere l'ajout d'un nouveau restaurant qui va s'appeler The Hollywood Garden Restaurant. Et donc il y a des arbres, des faux arbres qui ont été ajoutés à l'intérieur pour reproduire
reproduire cette ambiance d'un Hollywood Garden. Alors c'est de la restauration rapide et l'espace a été réaménagé aussi pour faciliter le flux en intérieur. Et puis il y a une expérience de shopping qui va s'appeler le Mickey's Hollywood Boutique. Alors là c'est vraiment le changement complet de thématique, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Vraiment une boutique art déco. Et donc la pièce maîtresse de cette boutique, c'est ce Mickey spécialement dessiné par l'animateur Disney Eric Goldberg. Franchement, je suis très conquis par ce que je vois. Le Walt Disney Studio est un parc que je n'avais jamais aimé. Vraiment, c'est le parc Disney que j'aime le moins dans le monde. Il va pas forcément se retrouver tout de suite en top 3 ou en top 2 des parcs Disney préférés. Néanmoins, j'aime énormément le chemin qu'il prend, parce qu'il prend un chemin unique, qui existe dans aucun autre parc Disney au monde. Ça peut ressembler un peu à ce qui a été fait à un moment à la réhabilitation de Disney California Adventure, mais c'est encore une autre thématique. Donc j'ai vraiment très hâte de voir le tout fini, y compris quand derrière ce sera aussi terminé dans World Premiere Plaza. Je trouve vraiment là qu'ils font un travail nécessaire et qui n'était pas urgent de faire non plus parce que le parc étant récent, il n'était pas complètement à refaire comme certaines zones du Disneyland Park. Donc il est fait aussi pour un souci de cohérence, d'immersion, pour que ça colle bien avec le reste de l'extension, alors qu'ils auraient pu faire que l'extension. La seule chose que j'aime pas dans tout ça, c'est le nouveau nom du parc. Disney Adventure World, j'aime pas du tout. Sur moi, ça marche pas. Ils auraient peut-être dû réfléchir à encore plus creuser cette thématique autour du World Premiere Plaza. N'hésitez pas à dire, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Hâte de découvrir ça, bien sûr, avec vous lors de la réouverture. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!